هاي مريم Alors, زادة جاية. نعم. هاي مريم زادة جاية بنت كلاسي. D'accord. Peut-être فما problème تاع وقت peut-être. خاطر احنا نكملوا ما ساعة وشوي من معناها من D'accord. هاي عندكم الحق الأسئلة. ناس. أي سي فغي. تحب نستناكم شوية لما 3:30 ما برشا عادي ولا كيك. لا مش مشكل، نبداو معناها وهاي السيونس ديجا اونجستري تو الجماعة يشوفوا D'accord. l'enregistrement. Ben, très bien. Hein. Alors, Mariam Jet, c'est bon, Mariam Hadra. اي Ben, bonjour, Nescol. Alors, aujourd'hui, on va voir les notions avancées du DOM. Tout d'abord, je vais faire un petit rappel sur ce qu'est le DOM. Le DOM, tout simplement, comme nous avons mentionné l'autre fois, le fait qu'à partir de JavaScript, on peut considérer que tout le document HTML peut être représenté par un arbre qui est formé par des objets. Donc, chaque élément de HTML représente un objet, comme le HTML, comme le head, comme le title, le span, et ainsi de suite. Chaque balise, au niveau du JavaScript, on peut le considérer comme un objet et on peut manipuler cette arborescence à travers des fonctions DOM. La fonction que nous avons traitée l'autre fois, c'est la fonction getElementById. Tout simplement, la fonction getElementById, elle récupère l'ID d'une balise ou bien d'un élément HTML pour faire la recherche. Pour pouvoir accéder à un élément dans une page HTML, on utilise le getElementById et entre parenthèses, on utilise l'identifiant. Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame, d'accord. Ben. Alors, aujourd'hui, on va voir d'autres façons de faire. On va voir d'autres façons de recherche. On peut au fait, faire une recherche d'une balise HTML par l'identifiant getElementById ou bien par le nom de la balise getElementsByTagName, le nom de la classe getElementsByClass ou bien par collection d'objets. Je vais vous expliquer c'est quoi une collection d'objets ou bien par les sélecteurs CSS. Alors, ici, on va commencer par la fonction getElementsByTagName. Ça veut dire que c'est une fonction qui permet de faire une recherche par le nom de la balise. Par exemple, si je vais chercher les balises P, par exemple, pour récupérer les balises P, on peut utiliser getElementsByTagName, nom de la balise qui est le P, comme il est indiqué ici. Par exemple, au niveau de cet exemple, qu'est-ce qu'on a? On a un code HTML qui contient, au niveau de base, il contient 4 paragraphes, oui ou non? Maintenant, si je voulais récupérer ces paragraphes, je vais utiliser le document getElementsByTagName, qui est le P. Donc, je veux chercher tous les paragraphes qui existent dans la partie body de ma page HTML. Par la suite, si j'affiche ici le résultat qui est Y, d'après vous, quel est le résultat de cette fonction document.getElementsByTagName? L'élément P, c'est pas le contenu de l'élément P, l'élément. Est-ce que c'est un seul élément? Tous les éléments P qui ont le tag name P. Très bien, tous les éléments avec le nom P, ça veut dire toutes les balises avec le nom P, vont être récupérés. Ça veut dire on va avoir un tableau qui contient tous les paragraphes et non pas le contenu. Comme vous voyez ici, le résultat, c'est une collection HTML, ça veut dire c'est une liste ou bien c'est un tableau et qui contient tous les paragraphes récupérés. Ici, on a 4 éléments. Bien sûr, l'indice commence à partir de 0. Est-ce que c'est bien clair? Oui, madame, c'est clair. Bien. Alors, ici, on va voir une autre fonction. C'est la fonction getElementsByClassName. Ça veut dire, cette fois, on va faire la recherche par l'attribut classe et non pas par le nom de la balise ni par l'identifiant. Comme vous voyez, ici, on a un exemple au niveau de body. P-class égale à intro. Ça veut dire, on a l'attribut classe qui est égal à intro au niveau de mon paragraphe. Alors, je veux récupérer ce paragraphe. Je vais faire la syntaxe suivante. Document.getElements.byClassName et entre parenthèses, je fournis le nom de la classe. À ce moment, d'après vous, cette fonction, combien d'éléments elle va retourner? Non pas au niveau de cet exemple, mais d'une façon générale. D'après vous, combien d'éléments elle va retourner? Tous les éléments qui ont ce classe. Très bien. Tous les éléments ou bien toutes les balises HTML qui peuvent avoir
l'attribut classe égale à intro vont être récupérés. Donc, exactement, elles fonctionnent de la même façon comme getElements by tagName. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir plusieurs éléments avec l'attribut classe égale à intro. Donc, on va avoir comme résultat un tableau qui est formé par la liste de ces éléments qui vont satisfaire cette condition de sélection. Est-ce que c'est bien clair? Oui, madame, c'est clair. Bien. Je passe alors. Ici, alors, on va voir maintenant la collection d'objets. Ça veut dire quoi, la collection d'objets? Tout simplement, c'est un ensemble d'éléments qui sont contenus dans un autre élément. Je vous donne un exemple. Ici, on a un formulaire et au niveau de ce formulaire, on a 3 éléments. On a l'élément input, qui est de type texte avec la valeur Donald. On a un autre champ de type texte qui a la valeur DAC. On a aussi un autre élément qui est un bouton. Donc, input type égale à button ou bien égale à submit avec la valeur submit. Ensuite, je ferme le formulaire. Donc, au niveau de ce formulaire, j'ai exactement 3 champs. 2 champs de type texte et un champ de type bouton. Par la suite, après avoir fermé la balise forme, je trouve un paragraphe et je trouve un autre bouton qui va faire appel à une fonction. Est-ce que c'est clair le code HTML? Oui, madame, c'est clair. Voilà. En cliquant sur ce bouton qui est Try It, on va faire une fonction qui va afficher les valeurs des éléments du formulaire. En principe, quelles sont les valeurs qui seront affichées? Je veux afficher les valeurs de tous les éléments qui figurent dans la balise for. En principe, quel est le résultat qui sera affiché? En principe, on doit afficher, on doit afficher toutes les balises texte, les Non, valeurs non, des balises ça veut dire texte. les valeurs, les values, le point value. Oui. Donc, pour le premier élément, quelle est la valeur du premier élément? C'est Premier élément, Donald. Donald. Ensuite, on va afficher DAC et ensuite, on va afficher le troisième élément, c'est le bouton. Donc, on va afficher sa valeur qui est Submit. très bien. Donc, on va voir ce résultat. Pour ce faire, donc, on va faire la recherche par quoi? Tout d'abord, je vais accéder à mon formulaire qui est ID FRM. Ensuite, une fois j'ai accédé à mon formulaire, je vais faire un parcours des éléments contenus dans le formulaire, qui sont contenus dans le X. Maintenant, je vais utiliser le x.elements, il s'agit donc d'un attribut prédéfini ou bien d'une fonction prédéfinie qui va, en fait, le elements, c'est quoi exactement? C'est un tableau qui contient tous les champs de mon formulaire. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça qu'on l'appelle une collection d'objets. C'est une collection, ça veut dire une liste qui contient tous les éléments contenus dans un autre élément. Par exemple, ici, entre le forme, la balise ouvrante, et le forme, la balise fermante, la liste elements qui est prédéfinie dans le JavaScript, elle contient quoi exactement? Elle contient 3 éléments. Ça veut dire le premier élément input, le deuxième élément input et le troisième élément qui est input de type button. Est-ce que c'est clair, Rat? Oui, madame, c'est clair. Donc ici, je vais utiliser le nom de cette liste ou bien de cette collection qui est une collection d'objets. X.elements, ça veut dire je vais accéder au tableau qui contient tous les éléments de mon formulaire et je veux afficher la valeur de chacun de ces éléments. Donc, je vais afficher le X.elements de I, sachant que I, donc, au niveau d'une boucle, commence à 0 jusqu'à la fin de ce tableau, de 0 à 3. Et on va donc afficher la valeur. Et voilà le résultat. Je vais afficher ici le Donald, le DAC et le Submit. Est-ce que c'est bien clair? Oui, c'est clair. Bien. Passer à un autre type de sélection ou bien une autre fonction qui permet de faire l'accès à des éléments HTML, c'est la fonction Query Selector. Au fait, ici, on va se rappeler un tout petit peu sur le principe des sélecteurs CSS. Je vous rappelle ici qu'au niveau d'une page CSS, par exemple, si je vais enregistrer cette page avec l'extension, par exemple, index.css, on va écrire ici quelques règles CSS, par exemple le P, c'est background color, et ainsi de suite. Bien.
Sélecteur, je veux dire cette partie. Ça veut dire quelle est la partie de HTML sur laquelle je vais appliquer mon style CSS. On peut avoir ici un sélecteur qui est le nom de la balise. Ici, si je mets PH1, ça veut dire quoi? C'est un autre type de sélecteur. Ça veut dire quoi PH1? P, H1. L'élément P et l'élément H1. Très bien. L'élément P et l'élément H1. Si je mets par exemple P, espace B, ça veut dire quoi? L'élément B qui est dans Qui l'élément P. existe dans la balise P, et ainsi de suite. Ça, ce sont les sélecteurs. Si je mets entre crochets, par exemple, et je mets ici, ou bien ici, je mets input, ici, je mets, par exemple, name, name. Ça veut dire, je veux chercher tous les champs input qui ont un attribut name. Est-ce que c'est bien clair? Oui. Ça, ce sont des notions vues au niveau du CSS. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va utiliser ces sélecteurs pour faire la recherche sur un ensemble d'objets de notre arborescence DOM. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de cet exemple, on a, je vais essayer de vous montrer l'exemple directement sur Notepad. Ça sera plus clair avec les couleurs. Donc, ici, je vais l'enregistrer sous le format HTML. Et voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a au niveau de la partie HTML? On a ici un titre de niveau H3. Ensuite, on a un paragraphe, deux paragraphes, trois paragraphes, un titre de niveau H2, un autre paragraphe, un bouton, et ainsi de suite. Bien. Ici, on a d'autres boutons qui vont faire appel à un ensemble de fonctions. Par exemple, on a un premier bouton, MyFunctionA, qui va faire appel à une première fonction, et ainsi de suite. On va voir maintenant le contenu de ces fonctions. Je crois que les autres... Ah, c'est bon, j'ai les autres. Est-ce que vous êtes en train de me suivre, s'il vous plaît? Et Shaima, Mariam? Oui, d'accord. Très bien. Alors, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez me contacter directement par message. D'accord? Et les autres, si vous avez un problème de son. Hein. Alors, je suis en train d'expliquer les différentes façons pour accéder à des champs HTML en utilisant les fonctions DOM avancées. Alors, nous sommes en train de traiter la fonction getElements by tagName et getElements by className. Alors, voilà le code. Je suis en train d'expliquer le code. On a une partie HTML qui contient un ensemble de paragraphes et de titres. Et on a un ensemble de boutons. Et au niveau de chaque bouton, je vais cliquer sur une fonction. On va commencer par la première fonction, MyFunctionA. Alors, au niveau de cette fonction, qu'est-ce qu'on a? Tout simplement, document. On va utiliser une nouvelle fonction qui est querySelector de p.style.background égale à L. Ça veut dire quoi? On va ici utiliser le sélecteur P. Ça veut dire on va accéder au paragraphe P et on va essayer de modifier la couleur de leur arrière-plan. Est-ce que c'est clair la première fonction? Oui, madame. Donc, la fonction querySelector, elle joue le rôle de sélecteur. À ce niveau, puisque j'ai fourni le nom du sélecteur qui est le paragraphe, on va sélectionner un ensemble de paragraphes. Mais vous faites attention ici. querySelector, elle ne va considérer que le premier paragraphe qu'elle va rencontrer. Par exemple, ici, on peut avoir plusieurs paragraphes dans notre document HTML. Mais est-ce qu'on va appliquer cette couleur jaune à l'arrière-plan de tous les paragraphes ou bien du premier paragraphe qu'on va rencontrer? C'est ça la question. Madame, tu peux répéter la question? D'accord. Alors, comme je viens de mentionner, au fait, on a deux fonctions. querySelector, qui travaille sur les sélecteurs, et querySelectorAll. On va la voir tout de suite. La question qui se pose ici, si j'utilise la fonction querySelector et je vais utiliser le sélecteur P qui est le nom du paragraphe, la question qui se pose, l'objectif est de modifier la couleur de l'arrière-plan. Puisque j'ai plusieurs paragraphes dans mon code HTML, j'ai 3 paragraphes ou bien 4 paragraphes. Est-ce que ici, on va colorer l'arrière-plan de tous les paragraphes, oui ou non?
Non, on va colorer l'arrière-plan du premier child. Du premier paragraphe rencontré. Très bien. Oui, Tout simplement first child. parce que le query selector, elle considère uniquement le premier sélecteur trouvé, le premier élément retourné. Sinon, si on souhaite colorer tous les paragraphes, on va utiliser une autre fonction qui est query selector all. On va le voir tout de suite. Est-ce que c'est clair? Oui ou non, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est clair. On va essayer cet exemple. Donc, je vais ouvrir le fichier index 1 que je viens de créer. Index, voilà. Comme vous voyez ici, j'ai un ensemble de paragraphes, 3 paragraphes ici, un titre de niveau H3, un titre de niveau H2 et un autre paragraphe. Je vais cliquer sur Essayer 1 et comme vous voyez, on a 4 paragraphes, mais avec ça, on a uniquement coloré le premier paragraphe. Ceci est dû à, je crois que vos collègues... Oui, c'est clair, très bien. Ici, pourquoi on a coloré un seul paragraphe? Tout simplement parce que la fonction query selector, elle sélectionne uniquement le premier élément retrouvé. J'espère que c'est bien clair. Hein? Voilà, donc query selector, elle sélectionne uniquement le premier paragraphe rencontré, malgré qu'on a plusieurs paragraphes. Je passe maintenant à la fonction myFunction2. Comme vous voyez ici, on a document.querySelector p.example. On va colorer ici l'arrière-plan des paragraphes. Mais est-ce qu'on va colorer tous les paragraphes? Les autres, s'il vous plaît. Non, on ne va pas colorer tous les paragraphes. Donc, quels sont les sélecteurs? Oui. Les paragraphes qui ont le classe exemple. Très bien. Les paragraphes qui ont comme nom de classe exemple, on va les colorer. C'est ça, ce sont les notions vues au niveau du sélecteur CSS. Lorsque je mets point, c'est la classe. Lorsque je mets dièse, c'est l'identifiant, ainsi de suite. C'est pour cette raison que ces fonctions s'appellent query selector. Ce sont les notions du sélecteur CSS. Donc, ici, quel est le paragraphe qui a un attribut classe égal à exemple? C'est le deuxième paragraphe. On va vérifier ici, le deuxième paragraphe sera coloré, oui ou non, en cliquant sur la fonction, cette deuxième fonction, en cliquant sur le bouton Essayer de. Donc, je vais actualiser la page et je vais cliquer sur Essayer de. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est le troisième élément qui a été coloré. Je vais vérifier si bien ce paragraphe, oui ou non. Donc, d'accord. Donc, ici, voilà. Donc, c'est notre troisième paragraphe et non pas notre deuxième paragraphe. Ça, c'est le premier paragraphe. Ça, c'est le deuxième. Et ça, c'est le troisième paragraphe qui contient l'attribut exemple. Comme vous voyez ici, c'est le troisième paragraphe qui a été considéré avec la fonction querySelect. Est-ce que c'est bien clair, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Je passe alors. Ici, je vais passer à une autre fonction, c'est le query selector all. Non, avant de passer à l'autre fonction, je vais tester la fonction numéro 3. Que fait cette fonction? Alors, ici, on a myfunction3, document.querySelector, p, accolade target, qui peut nous expliquer cette écriture. Lorsque j'utilise les sélecteurs CSS et j'écris p entre crochets le mot target, ça veut dire quoi? Les autres, s'il vous plaît. Ben, alors, les sélecteurs, je vais faire vite un rappel sur les sélecteurs comme je viens de le faire. Ici, par exemple, si on a un fichier CSS enregistré sous test en CSS. Ici, si je mets P, c'est un sélecteur de tous les paragraphes. Par exemple, ici, si je mets P, P point, par exemple, ça veut dire P.x, ça veut dire les paragraphes qui ont une classe qui s'appelle X. Si je mets, par exemple, P, virgule H1, ça veut dire tous les paragraphes et tous les H1 vont être, par exemple, colorés. Si je mets maintenant P, ou bien HA ou n'importe quoi, P, je vais vous donner un exemple plus simple. Input, par exemple, crochet,
name égale à X. Ça veut dire quoi? Tout simplement, Les va inputs chercher qui ont un nom X. qui ont un attribut name qui est égal à X. Très bien. Si je mets maintenant, exemple, P entre crochets, lorsque je mets les crochets, ça veut dire les paragraphes qui ont un attribut. Si je mets P target, maintenant, comme le cas de l'exemple de notre cours, ça veut dire quoi? Je pense qu'il a un attribut target. Très bien. Va chercher tous les paragraphes où il y a un attribut target. Si on reprend notre exemple ici, par exemple, notre page index. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Si je vérifie le code HTML, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver un paragraphe avec... où est le paragraphe avec... Voilà. Le deuxième paragraphe, comme vous voyez ici, on a un paragraphe avec un attribut qui est target. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est clair. Bien. Alors, on va vérifier, on va tester la fonction numéro 3 maintenant. Je vais actualiser la page. Si je clique ici, on va, comme vous voyez ici, on a ajouté une bordure à notre deuxième paragraphe qui a un attribut tag. Je termine maintenant avec la fonction 4. Je vais vous expliquer la fonction 4. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Cette fonction, donc, va faire query selector h2, h3, .style, .background. Elle va modifier l'arrière-plan de h2 et h3 en rose. Mais, comme je viens de vous mentionner tout de suite, que query selector, elle va considérer un seul élément. Donc, d'après vous ici, si je mets H2 et H3, est-ce que l'arrière-plan de ces deux titres seront colorés? Sachant que nous venons de dire que cette fonction query selector, elle considère un seul élément, le premier élément qu'elle va le rencontrer. Elle va colorer le premier élément H1 et le premier H2 et le premier élément H3. Non, c'est pas ça la réponse. Je vais vous expliquer. Alors, ici, on a notre titre H3, liste des paragraphes, et H2, ensemble des boutons. On va voir qu'est-ce qu'elle va colorer. Si j'actualise et je clique sur Essayer 4, quel est le titre qui a été coloré? Est-ce que le H2 ou bien le H3? Le H2. Non, c'est le H3. C'est le plus petit. Hein. H3, ensuite H2. Le H3, c'est le titre le plus petit. Comme vous voyez ici, c'est le H3. Oui ou non? Ici, c'est le H2. D'accord, Raad? Donc, quel est le titre qui a été coloré? C'est le H3. Pourquoi elle a coloré le H3 malgré qu'au niveau du code, on a le H2 qui a été apparu avant le H3? Tout simplement parce que cette fonction, lorsqu'elle va parcourir l'ensemble des éléments, quel est le premier élément qu'elle va rencontrer? Est-ce que le H3 ou bien le H2? Ici, je vais montrer le code HTML. Lorsque cette fonction va parcourir le code HTML, quel est le titre qu'elle va le rencontrer le premier? Est-ce que le H3 ou bien le H2? Le H3. Très bien. C'est pour cette raison qu'on a trouvé uniquement le H3 qui a été coloré. Malgré que l'ordre d'apparition, le H2 puis H3, mais non, le query selector all, elle va considérer un seul élément et celui qui va la rencontrer le premier. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est clair. Les autres, s'il vous plaît. Bien. Mariam, est-ce que c'est clair? Shaima, Eya, Daweji. Vous pouvez me répondre par message. Hein? Bien. Alors, si c'est clair, je vais passer directement à une deuxième partie qui est très importante. Après et vous allez utiliser cette nouvelle partie dans la réalisation de votre projet. Alors, le query selector all, c'est le même principe. Très bien. Ben, le query selector all, c'est le même principe que la fonction query selector, sauf que elle va considérer tous les éléments. Par exemple, ici, si je vais si je vais, par exemple, document.query selector all, .example. Ça veut dire on va parcourir
tous les éléments de notre code HTML et à chaque fois on trouve un élément, quel que soit paragraphe ou bien titre ou bien n'importe quel élément qui a une classe qui s'appelle example, on va le récupérer et on va parcourir donc notre tableau puisqu'on peut avoir plusieurs éléments de retour et on va colorer son arrière-plan avec la couleur verte. Est-ce que c'est clair? Tout simplement, madame, هي ترجع تابلو فيه les éléments الكل معناها. Très bien. Et aussi, حتى الأخرى query selector uniquement, elle peut trouver plusieurs éléments, mais elle considère uniquement le premier. Mais query selector all, elle considère tous les éléments. Par exemple, ici, au niveau de... Je vais revenir un peu sur le code Si j'utilise, par exemple, au lieu de query selector, je vais utiliser query selector all ici. Au niveau de la fonction... Au niveau de la fonction, par exemple, c'est là. Query selector et je vais ajouter all. En principe, elle va colorer les deux titres et non pas uniquement un seul. Ici, ça ne fonctionne pas. Je crois que j'ai une faute. Peut-être une faute... Attends, je vais 2P. Attendez, je vais essayer de corriger la faute. Donc, je n'ai pas de problème. Peut-être j'ai un problème de syntaxe. Je n'ai pas bien respecté la syntaxe. Query selector. Je crois que j'ai un problème de syntaxe pour cette fonction. Mais voilà le principe. Je vais utiliser le second exemple. C'est pas grave. Ici. Madame, on ne doit pas utiliser un boucle pour avoir tous les éléments. Effectivement, oui, c'est ça la faute. Très bien. Pour avoir tous les éléments, j'accède avec le sélecteur, ici, comme il est indiqué ici. Je donne. Ensuite, pour les afficher ou bien pour modifier le contenu, je vais faire une boucle tout simplement parce que cette fonction, le query selector all, elle retourne un ensemble d'éléments et non pas un seul. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous manque? On doit parcourir tous les éléments, comme vous voyez ici, comme votre collègue a mentionné. Merci, Rad, vous m'avez corrigé le problème. Hein. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais mettre ici, par exemple, je vais accéder à Query Select. Ensuite, on va parcourir tous les éléments. Je vais faire une copie directe. Ici. On va parcourir la longueur de ce tableau puisqu'on a plusieurs paragraphes et on va colorer l'arrière-plan de chaque élément avec la couleur en jaune, en vert. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? Oui, madame, c'est clair. Tester cette fonction. Toujours le même problème, je crois. Ah, je n'ai pas cliqué ici. Non, non, je crois que j'ai eu un problème au niveau de la syntaxe de cette fonction. C'est pas grave, je vais le vérifier. Hein. Et je partage la partie. Madame. Sinon, attendez. Oui. مدام essayez انك تعمل البوان ستايل تعملها في الاكس معناها ما تعملهاش في الاسينياسيون. Ah, ici. Ah, معناها attendez. C'est bon. J'ai oublié de supprimer cette partie, Rad. Cette partie, elle doit être supprimée. Très bien. Ben. Alors, vous voyez. Est-ce qu'elle a coloré le premier P? Il a coloré tous les P. Tous les paragraphes. Est-ce que c'est bien clair maintenant la différence entre le query selector et le query selector all? Oui ou non, Oui, s'il vous madame, plaît? c'est clair. Très bien. Bien, on va passer directement à la partie de modification et d'ajout et suppression d'éléments HTML. Alors, au fait, qu'est-ce qu'on a? On a vu comment chercher des éléments, comment modifier des éléments HTML avec les fonctions DOM. Ici, par exemple, juste je mets point nom de l'attribut avec la nouvelle valeur, ou bien inner HTML égale à la nouvelle valeur. Voilà un exemple. Par exemple, si on souhaite modifier le contenu ou bien l'image. Comme vous savez, l'image au niveau du HTML, on va l'ajouter au niveau du bouton SRC, au niveau d'attribut SRC. Est-ce que vous êtes d'accord? Si je souhaite modifier l'image à partir du code JavaScript, tout simplement, je vais mettre document.getElementsById, l'ID de notre image, .src pour dire voilà l'attribut,
et j'ajoute la nouvelle image. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Les autres? Oui, madame, c'est clair. Bien. Alors, je reviens à notre cours. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? De même, on peut modifier le style comme nous venons de faire avec Query Selector ou bien Query Selector All. C'est le même principe. Je vais passer maintenant directement à la partie où on peut ajouter un élément, une balise avec JavaScript. Juste avant, ici, qu'est-ce qu'on veut dire par cette ligne? Qui peut nous expliquer cette ligne? H1, on clique, change text, this. C'est qui le this? Le 10, c'est l'élément courant. C'est l'objet courant ou bien l'élément courant, c'est le H1. Et ici, lorsqu'on va faire appel à cette fonction comme élément ou bien comme attribut, on va trouver le H1 et le contenu click on this text sera modifié par le mot oops. Est-ce que c'est bien clair? Oui, madame, c'est clair. Ben, alors, maintenant, on va voir comment ajouter un nouveau élément. Ça veut dire, au niveau de HTML, je ne crée rien, je ne mets pas des balises, mais je vais ajouter des balises avec le code JavaScript. Alors, ici, dans ce code, qu'est-ce qu'on a? On a, dans la partie body, on a 2 paragraphes. Oui ou non? On a un bloc avec 2 paragraphes. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Et on va le montrer sur notre page. Voilà. Et on a uniquement 2 paragraphes. Ça, c'est le nouveau paragraphe qu'on va l'ajouter. Je vais le supprimer ici, puisque je veux vous montrer le contenu. CTRL-X. Donc, ici, dans le HTML, on a uniquement 2 paragraphes. J'actualise ma page, c'est bien, on a 2 paragraphes uniquement. Si je souhaite ajouter un 3e paragraphe, vous allez me dire, c'est simple, je peux aller dans div et je peux ajouter tout simplement P et ainsi de suite. Alors que non, on souhaite ajouter ce paragraphe en utilisant un code JavaScript. Et c'est ça l'objectif de DOM, c'est de manipuler le document ou bien l'arborescence DOM avec un code et avec des fonctions JavaScript. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va utiliser des fonctions pour créer ces éléments. La première fonction, c'est la fonction createElement. Et si nous souhaitons créer un paragraphe, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une variable qui s'appelle para, tout simplement, qui est égale document.createElement de P. À ce niveau, comme si j'ai fait P comme ça avec HTML. Est-ce que c'est clair? Oui ou non, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est clair. Bien. Maintenant, est-ce qu'on a créé le contenu de ce paragraphe qui existe entre les 2 balises? Non, on l'a pas créé. Très bien. Donc, il nous manque de créer ce texte. Donc, ici, on va utiliser une deuxième fonction qui est créer text node. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer un texte ici, comme si j'ai fait un texte, j'ai créé un élément texte qui s'appelle this is new. Est-ce que c'est bien clair? Donc, pour créer un contenu, j'utilise la fonction createTextNode. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Bien. Maintenant, est-ce que le texte est affecté à mon paragraphe? Oui ou non? Le texte n'est pas encore affecté. Madame, Je votre micro m'excuse. était désactivé. Aïe, aïe. Alors, je viens d'identifier le problème. Bien. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que Oui, madame. j'ai lié le paragraphe à son texte? Non, j'ai écrit le paragraphe, j'ai écrit le texte à part, mais je n'ai pas lié les deux. Est-ce que c'est bien clair, s'il vous plaît? Donc, ici, pour lier ce texte à ce paragraphe, j'ai besoin d'ajouter cette ligne. Para, qui est le paragraphe, point append child, ça veut dire ajouter un texte, append child. Ici, quel est le fils de P? Ça sera notre texte. Donc, append child, le nœud qui contient notre texte this is new. Avec cette ligne, on va avoir ce résultat P et maintenant le texte qui appartient à mon paragraphe. This is new. Est-ce que c'est clair ou bien je répète cette partie?
C'est clair, madame. Donc, au départ, je crée le paragraphe avec create element. Je crée le texte avec create text node. Ensuite, je vais coller les deux. Je vais lier mon texte qui est this is new avec mon paragraphe. Est-ce que c'est bien clair, s'il vous plaît? Ces trois Oui, étapes, est-ce madame. qu'ils sont clairs? Bien. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste de faire? J'ai créé un paragraphe, ça c'est vrai. Mais est-ce que j'ai lié le paragraphe à mon div? Pas encore, oui ou non? Oui, on ne l'a pas lié. Donc, je vais accéder à mon élément div avec le getElementById div1, puisque c'est l'ID de div1. Ensuite, je vais faire le même travail, element.bindChild para. Ça veut dire ajouter le nouveau paragraphe créé à mon div, à mon bloc element. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est clair. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé l'élément P, j'ai créé un texte pour l'élément P, j'ai lié les deux éléments. Ensuite, puisque je souhaite avoir mon paragraphe au niveau de div, à ce niveau, je dois accéder à mon div avec le getElementById. Ensuite, je dois ajouter mon P au div. Donc, element.appendChild para. Donc, il faut retenir ces fonctions. Create element pour créer une nouvelle balise. Create text node si on souhaite créer un contenu pour cette balise. AppendChild pour lier les deux. Et ensuite, un autre AppendChild pour indiquer où on veut placer le nouveau élément créé. Si j'exécute ma page, voilà donc les résultats. Je vais avoir 3, toujours avec les fautes. C'est pas grave. Hein. Je crois que j'ai pas enregistré. Non, j'ai ici un problème. This is new. Ici, est-ce qu'on a d'autres fautes? J'ai créé le P, c'est bon. En principe, c'est bon cette fois. J'actualise et voilà, j'ai créé un troisième paragraphe sans rien écrire au niveau du HTML. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Right. Pour moi, c'est clair, madame, oui. Pour les autres, s'il vous plaît, si vous avez des questions, si vous voulez que je répète, pas de souci. Hein? Alors, je passe directement à la deuxième partie qui porte sur... donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? La question qui peut être posée, voilà, par défaut, où il est affiché le paragraphe ajouté, Raed. Est-ce qu'il est affiché au début du div, au milieu ou bien à la fin? Je pense que append ajoute à la fin. À la fin, effectivement, comme vous voyez ici, this is new, le nouveau paragraphe a été ajouté et inséré à la fin de mon bloc div. Maintenant, si l'utilisateur souhaite l'ajouter, par exemple, entre deux paragraphes ou bien avant un paragraphe bien spécifique, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, le principe est le suivant. On va accéder au paragraphe avant lequel on souhaite insérer le nouveau paragraphe et ensuite, on fait l'insertion tout simplement. Mais il nous faut une fonction qui s'appelle insert before. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le body qui contient déjà 2 paragraphes et on va ajouter un troisième paragraphe, mais cette fois avant le paragraphe qui porte le nom, je crois, div 1, avant ce div. Je veux ajouter, vous voyez, je veux ajouter ici un paragraphe avant le div. Est-ce que vous m'avez compris? Je souhaite que le nouveau paragraphe sera créé à ce niveau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les étapes que nous venons de les voir tout de suite. La première étape est de créer un élément. Est-ce que vous êtes bien d'accord? J'ai créé un élément P. Ensuite, j'ai créé le texte de mon paragraphe avec le create text node. Ensuite, je vais lier le paragraphe, l'élément vide, avec le texte, avec appendChild node. Node, c'est le texte. Hein. Maintenant, puisque je veux insérer mon paragraphe avant le div, oui ou non? Je veux insérer mon paragraphe avant le... Avant le quoi? div. Attendez, s'il vous plaît. Non, non pas avant le div, mais avant le paragraphe avec le P1. Je souhaite, je m'excuse. Hein. Ici, je veux insérer le nouveau paragraphe avant le P1. Vous voyez? Oui, Attendez, madame. s'il vous plaît. Non, je crois que j'ai passé... voilà, ici. J'ai passé 2 diapositives. C'est pour ça que... Ici, je reviens. Je veux insérer le paragraphe avant ce P. Ça veut dire que, voilà, je souhaite insérer le nouveau paragraphe avant le paragraphe P1. Le nouveau paragraphe, ce sera inséré ici. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc je vais utiliser une fonction qui s'appelle insert before.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de récupérer le paragraphe avant lequel je souhaite insérer le nouveau paragraphe. C'est le paragraphe qui a l'ID P1. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui, madame. Ensuite, j'ai créé mon nouveau paragraphe, comme d'habitude, en suivant les 3 étapes, en utilisant la fonction createElement, createTextNode et appendChild. Par la suite, qu'est-ce que nous avons fait? On a ajouté le nouveau élément qui est le para à l'élément element qui est le div, à mon bloc div, mais avant, c'était le premier paragraphe que nous avons enregistré dans la variable child. Ça veut dire element, ça veut dire le div va à mon div, vous allez insérer mon paragraphe, le nouveau paragraphe, before, ça veut dire avant l'élément child. Et l'élément child, dans mon cas, c'est le paragraphe P1. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est clair. Bien. On peut bien sûr tester cette partie du code. Voilà, on a 2 paragraphes, mais je voulais que le nouveau paragraphe qui est new, this is new, sera inséré juste avant le premier paragraphe qui a l'ID P1. Voilà, donc je vais tester le code. Qu'est-ce que vous remarquez? This is new, cette fois, il est inséré au début et non pas à la fin. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. On termine avec une fonction qui permet donc de faire quoi? De supprimer un nœud. Si on souhaite supprimer un nœud maintenant, par exemple, supprimer un paragraphe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le même principe, sauf qu'on va utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle remove child. Mais avant, il faut déterminer quel est le fils à supprimer et à partir de quelle partie on va le supprimer. Sachant que le fils qu'on souhaite supprimer, c'est le paragraphe P1, mais le P1 existe dans div. Donc, il faut indiquer, voilà, on va supprimer le P1 de div. Donc, la première étape est d'accéder à div qui a le ID div1. Comme vous voyez, j'affecte le nom parent, par exemple. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accéder à l'élément que je veux supprimer qui a l'ID P1. Et qu'est-ce que je vais dire? Parent.removeChild. Ça veut dire, va à l'élément qui s'appelle parent, qui est ici le bloc div1. Ensuite, tu vas me supprimer la variable child qui représente le paragraphe P1. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Bien. Je crois que c'est la dernière diapositive. Voilà, il ne reste pas beaucoup de choses. Donc, si on souhaite remplacer un nœud maintenant, par exemple, je veux remplacer un paragraphe par un autre paragraphe. Tout simplement, c'est le même principe, mais on va utiliser une nouvelle fonction qui est replace child. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un paragraphe. J'ai ajouté un texte pour ce paragraphe avec la fonction appendChild. Ensuite, quel est l'élément que je veux remplacer? Ça veut dire je vais remplacer ce P par mon nouveau P. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parent.replaceChild para child. Ça veut dire on va remplacer dans le bloc parent, on va remplacer le child qui est P1 par le nouveau paragraphe qui est para. Si j'exécute cette partie de code, allez voir, il ne va pas m'ajouter un nouveau P, il ne va pas supprimer un nouveau P, mais il va remplacer l'ancien P par le nouveau P qui est this is a new. Donc l'ancien P, this is a paragraphe, il va être supprimé et il va être remplacé par this is a new. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? Oui, madame, c'est clair. Bien. Alors, au fait, je termine avec ces exemples. Il y a au fait d'autres propriétés. On peut utiliser différentes propriétés pour récupérer, par exemple, des valeurs et ainsi de suite. Maintenant, la propriété parent node. Si je suis, par exemple, au niveau d'un paragraphe qui se trouve dans un bloc div et je vais afficher document.getElement by ID de P, qui est l'ID de mon paragraphe, point parent node. Qu'est-ce qu'il va me retourner? Je répète, j'ai un div et dans ce div, j'ai un paragraphe avec l'ID P1. Si je vais utiliser
document.getElement by ID de P1.parentNode. Je pense que le parent node, c'est le div. Très bien, Premier c'est le élément. parent de mon paragraphe. Très bien. Maintenant, le child node de 0, par exemple. Si j'ai un div qui contient 3 paragraphes et je vais afficher le div avec l'ID div1, je vais mettre document.getElement by ID div1 point child node de node number de 0, par exemple. Quel élément sur lequel je vais accéder? Le premier paragraphe. Le premier élément de mon div. Mais vous faites attention, s'il vous plaît. Ici, s'il y a des espaces, les espaces seront aussi considérés comme des nœuds. Donc, le first child, le premier élément, ce n'est pas le paragraphe. Ici, on va tester ces fonctions. Le first child, c'est le premier élément. Le last child, c'est le dernier élément. Le next sibling, c'est l'élément frère. Ça veut dire la balise qui vient juste après une balise. Le previous sibling, c'est la balise qui vient juste avant une autre balise. Vous faites attention ici, si on a des espaces, ils seront considérés comme des child. On va tester cet exemple, d'accord? Vous pouvez me suivre, s'il vous plaît. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, le code consiste à quoi exactement? On va afficher le document.getElement by ID de intro, ça veut dire on va accéder à ce paragraphe et on va afficher child node de 0. Child node, c'est une propriété qui veut dire les enfants de P. Ça veut dire si j'ai ici, par exemple, une balise A ou bien un texte, tout ce qui existe entre les deux balises P et P, ce sont les fils de P. Si je vais mettre child node de 0, ça veut dire qui est le child node numéro 0 dans mon paragraphe? Le texte. Le texte. Si, par exemple, j'avais ici le A avec quelque chose et le A, donc ici, c'est le second child ou bien child node de 1. Maintenant, si je souhaite épurer la valeur de ce texte, je vais utiliser la propriété .nodeValue. Donc, child node de 0.nodeValue, elle joue le rôle exactement comme le inner HTML. Oui ou non? Oui, madame. Très bien. Alors, ici, j'ai terminé avec ce chapitre. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va voir le dernier chapitre qui est le JSON, ou bien le format JSON, avec lequel vous pouvez terminer le travail de votre projet. Essayez d'être présent, s'il vous plaît. Je vais expliquer tous les détails du format JSON. Aujourd'hui, j'espère que vous avez bien compris ces détails, sachant que vous allez les utiliser pour votre projet, l'ajout d'un nœud, la suppression d'un nœud, et ainsi de suite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager directement sur notre espace de discussion. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Je vous laisse alors et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. عايشك إلى اللقاء.